Africaines, Africains, je vous salue. Amis européens, asiatiques, américains, vous de toutes les îles de la planète, soyez les bienvenus. À cette émission, il est 17h22 en France, lorsque je prends la parole dans cet oratoire, pour vous entretenir de la crise politique qui éclate en France. Et j'ai choisi une image mathématique pour illustrer cette crise. On trouve cette image mathématique dans un domaine particulier des mathématiques qu'on appelle les fonctions. Les fonctions sont des jeux, en réalité de corrélation, des jeux de mise en relation entre des quantités, entre des entités, qui consistent à partir de ce qu'on appelle un antécédent, c'est-à-dire un point de départ, à partir duquel on va projeter, à travers une fonction, c'est-à-dire une règle de transformation, eh bien, des cibles sur lesquelles l'antécédent va aboutir. Donc, on va partir d'une fonction qui considère un antécédent, par exemple, qui s'acquiert de la quantité 1, et on va imaginer ce que 1 peut donner pour une fonction, eh bien, où x plus 0 est égal à x. On vous demande d'imaginer ce à quoi ça va aboutir. Si vous partez de 1, que vous considérez comme x, et que vous devez appliquer la fonction x plus 0 à 1, vous allez aboutir à quoi? C'est ce qu'on appelle donc l'image, ce que vous obtenez de l'autre côté. En effet, si je pars de l'antécédent que x est égal à 1, et que j'applique la fonction x plus 0 à 1, ça me fait 1 plus 0 qui est égal à 1. Ainsi, l'image à laquelle j'aboutis correspond parfaitement, dans ce cas précis-là, elle correspond à l'antécédent. Dans le domaine mathématique, pour ceux qui ont un peu exploré ce domaine, c'est extrêmement important, on l'enseigne à nos enfants à partir notamment de la classe de 3e et de seconde, et même parfois la 5e, la relation fonctionnelle, la corrélation fonctionnelle. Tu as au départ un antécédent, ce qui vient avant. On te donne une règle de transformation qui s'appelle la fonction. Et on te demande maintenant d'identifier les images, c'est-à-dire les points de chute de la fonction, une fois que tu as appliqué justement la règle de transformation. Voilà. C'est cette illustration mathématique que je voudrais établir entre l'élite politique française actuelle, issue de l'histoire néocolonialiste, de l'histoire colonialiste et de l'histoire raciste de la France, ces 600 dernières années, et les héritiers de cette élite politique en Afrique, dans les pays où, justement, la puissance française a imposé depuis plusieurs décennies des roitelets, des vassaux, qui sont justement à son image. Et c'est ce système-là où une élite raciste, colonialiste, néocolonialiste, impose à l'autre bout du monde des pseudo-élites qui sont, à leur propre image, des élites tribalistes, ethnocentrées, des élites violentes, corrompues, dominantes, des élites irresponsables, des élites uniquement accaparées par le pouvoir, à l'autre bout du monde en Afrique. Cette corrélation, c'est ce que François-Xavier Verschave, dans un livre remarquable, France-Afrique, le plus long scandale de la République française, c'est cette corrélation entre l'image raciste, l'image colonialiste, l'image néocolonialiste et impérialiste de l'élite politique française d'un côté, et l'antécédent raciste, colonialiste, néocolonialiste, impérialiste de l'élite française d'un côté, et son image en Afrique, eh bien, de cette élite africaine imposée par le racisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme français en Afrique, eh bien, cette corrélation, cette ressemblance, c'est ça qu'on appelle la France-Afrique. Et je voudrais vous montrer que ce qui se passe actuellement à Paris, là, au siège du parti Les Républicains, est une photocopie de ce que l'élite politique française corrompue a organisé depuis plusieurs décennies en Afrique. De telle façon que nous, Africains, qui sommes les critiques de la dictature en Afrique, qui avons été et qui demeurons des victimes des dictatures africaines, nous sommes bien placés, très bien placés pour comprendre ce qui se passe à Paris. L'Afrique a l'expérience nécessaire pour comprendre la bagarre qui se déroule actuellement autour
du siège du parti Les Républicains. De telle façon que un expert en politique africaine est mieux placé pour expliquer au peuple français ce qui lui arrive qu'un expert en politique française. Dans la situation actuelle, je le prétends dans cette émission. Si les Françaises et les Français veulent savoir ce qui se passe vraiment à Paris, il faut qu'ils étudient ce qui s'est passé en Afrique ces 60-64 dernières années, depuis les soi-disant indépendances. Il faut que vous étudiez ce qui s'est passé. Et vous verrez que toutes les maladies du système politique france-africain, telles que nous les avons souffertes, telles que nous les avons endurées en Afrique, ce sont ces maladies qui s'affichent très clairement à l'origine de leur création, selon la loi de l'action-réaction, que certains appellent karma, et que mes ancêtres Bassa Bantou appellent timbre nigné, le boomerang de l'histoire. Le Français et la Française qui veulent savoir ce qui se passe à Paris auraient intérêt à s'intéresser à ce qui s'est passé depuis plus de 60 ans à Libreville, à Brazzaville, à Yaoundé, ce qui s'est passé à N'Djamena, ce qui s'est passé à Lomé, ce qui s'est passé à Cotonou, ce qui s'est passé à Niamey, ce qui s'est passé à Dakar, à Nouakchott, ce qui s'est passé à Abidjan ou Yamoussoukro, ce qui s'est passé à Kinshasa, ce qui s'est passé dans l'Afrique dite francophone est la meilleure école possible pour le Français et la Française aujourd'hui afin de comprendre ce qui leur arrive. C'est le retour de l'image chez son antécédent. C'est-à-dire le retour aux sources de la grande escroquerie politique de l'espace francophone. La genèse même de la chose se révèle dans sa véritable pourriture. Le scandale revient à sa source et se montre. Il se montre nu. Le scandale France-africain. Vous comprenez? On peut parler bien sûr de l'effet boomerang. On peut parler de la loi d'action-réaction. On peut parler ici de la loi des équivalences cosmiques. Toutes ces formulations permettent de comprendre ce qui se passe. On peut parler de l'effet miroir. Quand vous regardez un miroir, vous pourriez penser que ce que vous voyez dans le miroir est la vraie réalité. Alors que la vraie réalité, c'est ce qui se tient devant le miroir. Ici, vous avez l'antécédent qui est devant le miroir. Et dans le miroir, ce que vous voyez, c'est l'image. Or, il y a des gens qui se sont contentés de voir l'image, l'Afrique francophone, mais qui n'ont pas fait l'effort de se rendre compte que l'image ressemblait parfaitement à son antécédent, c'est-à-dire l'élite politique corrompue qui tient Paris. Je voulais commencer cette émission par cette métaphore. Vous ne devez pas oublier cela quand je vais vous décrire les choses. Alors, dans la suite de ma démonstration, je vais faire maintenant, deuxième partie de mon analyse, un bref rappel de ce que c'est que la France-Afrique en Afrique. Qu'est-ce que c'est que la France-Afrique en Afrique? Ce n'est que dans la troisième et dernière partie qu'après avoir étudié l'image de la France-Afrique, c'est-à-dire ce que nous avons vécu en Afrique et que nous vivons encore, dans les dictatures imposées par Paris. D'accord? Quand on va finir de faire une petite description de tout cela, on va retourner à Paris, analyser le conflit qui a éclaté depuis la défaite d'Emmanuel Macron aux élections européennes face à Marine Le Pen et au Rassemblement national. Le conflit qui a éclaté là, et qui maintenant se focalise autour du siège du parti Les Républicains à Paris. En quoi nous rappelle-t-il ce que nous aurons décrit dans la deuxième partie? C'est important. Suivez bien la méthode. C'est important que vous suiviez la méthode. Donc, deuxième partie, mais qu'est-ce que c'est que la démocratie en France-Afrique? Alors, les caractéristiques de la démocratie en France-Afrique. D'abord, c'est que la première caractéristique, c'est que la démocratie est un mot sur lequel on n'est pas d'accord. Il y a autant de définitions de la démocratie en Afrique que de dirigeants africains, que d'hommes politiques africains ou même que d'acteurs politiques africains. Le mot démocratie, en France-Afrique, du côté africain, est synonyme de désordre. Dans l'esprit des Africains, le système démocratique est celui dans lequel tout est possible. C'est un système dans lequel, au nom de l'appartenance ethnique, au nom de l'appartenance religieuse, au nom de la possession des armes, au nom de la possession de l'argent,
je peux m'organiser pour dire que j'ai gagné les élections. Je recommence. La définition de la démocratie telle que les Africains francophones l'ont vécue pendant les 64 années qui viennent de s'écouler. C'est un système politique dans lequel celui qui prétend contrôler le plus grand nombre d'ethnies, ou l'ethnie la plus majoritaire, celui qui prétend contrôler le plus grand nombre de forces armées, celui qui prétend contrôler le plus grand nombre de comptes bancaires, de régies financières, celui qui prétend contrôler l'essentiel des médias, eh bien, décrète en permanence que c'est lui qui a gagné aux élections. Et il gagne officiellement les élections. Même si ce n'est jamais le cas, véritablement dans les urnes. Il gagne parce qu'il contrôle le discours. Il gagne parce qu'il contrôle les médias. Il gagne parce qu'il contrôle les banques. Il gagne parce qu'il contrôle l'armée. Il gagne parce qu'il contrôle la commission électorale. Il gagne parce qu'il contrôle la diplomatie. Donc il s'autoproclame gagnant tant qu'il contrôle tout cela. Donc la France-Afrique, côté Afrique, a vécu la démocratie comme une machine à reproduire les présidents à vie. Contrairement aux apparences, ce n'est pas une machine à alternance politique. Ce n'est pas une machine à changement politique. Mais en fait, c'est une machine à escroquerie politique. Voilà pourquoi, en Afrique aujourd'hui, démocratie est synonyme d'escroquerie. Démocratie, dans l'esprit des Africains, signifie escroquerie. Un système fourre-tout. Un système où tout est pilé, comme le foutou de chez nous, en Côte d'Ivoire. C'est un système pilé. Un système mélangé. Un système mélangeur. Un système confus. De telle façon que dans l'imaginaire africain francophone actuel, démocratie est chaos. Démocratie est bordel. Démocratie est désordre. Démocratie et division sont synonymes. Vous comprenez? Mais pourquoi la démocratie, telle qu'elle a été vécue par les Africains en 64 ans, est-elle ce chaos, ce désordre et cette image négative que je suis en train de décrire? La raison en est toute simple. C'est parce que le système démocratique a été plaqué sur des réalités africaines, dans le but de maintenir l'Afrique sous le contrôle des puissances coloniales, comme la France, et d'imposer à la tête de l'Afrique des élites qui continueraient à exploiter les richesses africaines au détriment des peuples africains. Les systèmes démocratiques qui ont été imposés aux Africains l'ont été dans un but non africain. Il s'agissait de s'assurer que les armées africaines resteraient essentiellement sous la tutelle des puissances coloniales, donc de l'armée française dans le cas d'espèce. Il s'agissait de s'assurer que l'économie africaine resterait sous la tutelle de la puissance coloniale, la Banque de France, le franc CFA. Il s'agissait de s'assurer que les idées en circulation dans l'espace africain dit francophone seraient contrôlées par la puissance coloniale française. Et on a créé les organisations de la francophonie pour cela. Il s'agissait de s'assurer que l'Afrique n'atteindra jamais la souveraineté diplomatique au point de parler en son propre nom au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle serait éternellement considérée comme un précaré, une zone d'influence réservée à la France. À partir du moment où on a conçu un système politique qui devait reproduire la tutelle, la subordination, la soumission, il n'était pas possible que la démocratie, dans un tel système, soit quelque chose d'autre que la démocratie, le pouvoir du mensonge, le pouvoir de la ruse, le pouvoir de la division, le pouvoir de la violence. Est-ce que c'est clair? Telle est l'expérience africaine de la démocratie. C'est un résumé de 64 ans. C'est comme ça que ça a été vécu au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Cameroun, au Tchad, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire. C'est comme cela que c'est vécu au Sénégal. C'est comme cela que ça a été vécu au Niger. Ça a été vécu partout au Togo comme un cafouillage inouï. Beaucoup de nos frères et sœurs y ont laissé leur vie. Certains crurent même qu'ils se battaient pour un idéal très élevé. Aujourd'hui, comme l'a rappelé le président Abdourahmane Tiani, analysant le discours de la Bolle de 1990, juin 1990, de François Mitterrand, une véritable entourloupe dans laquelle il a piégé les Africains, dans leurs groupes ethniques, leurs clans, leurs tribus,
en important le système démocratique multipartite pour exploser l'Afrique. Et pendant que les Africains étaient en train de s'entretuer, pour que ce soit le frère de leur ethnie qui gouverne le pays, une dévaluation à 100% de la monnaie franc CFA s'est bâtie collectivement sur eux, les appauvrissant et les expropriant davantage. Les programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale les achevèrent. Oui, Mitterrand nous a eu. Il nous a bien eu. Et dire que le 18 juin 1990, quand il énonçait ce discours de la Bolle, il disait qu'il n'y aurait pas de dévaluation, qu'on n'allait pas toucher au franc CFA, que la parité qui permettait encore aux pays africains de renflouer ne serait-ce que quelques richesses, qu'elle serait maintenue. Dès que son foutoir démocratique, son bordel démocratique s'était installé, Mitterrand s'empressa de revenir sur sa parole et poignarda l'Afrique dans le dos. Donc, en fait, l'Afrique aujourd'hui a la gueule de bois. Elle sort de son état d'ivresse démocratique. Et elle se rend compte qu'elle a été menée en bateau. Voilà pourquoi partout, les Africains privilégient désormais la question de la souveraineté et la question du réenracinement des institutions dans la tradition et dans la grande civilisation négro-africaine. Voilà pourquoi l'Alliance des États du Sahel est aujourd'hui le centre névralgique de la prise de conscience africaine. La question centrale de l'Africain aujourd'hui, c'est la question de la souveraineté, c'est-à-dire de son droit en tant qu'individu, de son droit en tant que peuple, de choisir lui-même ses dirigeants, son droit en tant qu'individu et peuple, de choisir librement ses partenaires, de son droit en tant qu'individu et en tant que peuple, de défendre ses intérêts vitaux. Cette question de la souveraineté qui est au cœur de la trilogie malienne, incarnée par le leadership du président Assimi Goïta, burkinabé, incarnée par le leadership du président Ibrahim Traoré, nigérienne, incarnée par le leadership du président Tiani, est l'emblème du réveil, mieux, de l'éveil continental. Voilà la démocratie telle qu'elle a été vécue par les Africains. Fela Anikulapo Pokuti, le grand chanteur du Nigeria, a dit qu'il fallait réécrire ce concept au regard de l'expérience que l'Afrique en a eue. Il ne fallait pas parler de démocratie, pouvoir du peuple, mais de démoncratie. Démoncratie, c'est-à-dire en réalité du règne de la folie, le pouvoir des démons. Le pouvoir des démons fous. Voilà ce que l'Afrique a vécu. C'est un résumé de ce que nous vivons, nous avons vécu, même en cette année 2024. Le sang coulait encore au Sénégal. Le sang coulait encore au Tchad. Le sang coule encore au Bénin. Le sang coule encore en Côte d'Ivoire. Le sang coule encore au Togo. Le sang coule encore au Cameroun. Le sang coule encore au Nigeria. Le sang coule encore en République démocratique du Congo. Le sang coule encore au Gabon. Le sang coule encore au Congo-Brazzaville. Le sang coule encore en République centrafricaine. Partout où la mystification démocratique occidentale est passée, eh bien, la division règne encore. Voilà l'image de la démocratie d'origine raciste, colonialiste, néocolonialiste et impérialiste. Maintenant, allons-y à la troisième partie de cette émission. Allons donc à Paris, voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Astaghfirullah. Allons voir l'antécédent. Nous avons parlé de l'image. Allons voir l'antécédent. Allons en France. Venez en France. Allons voir. Écoutez, le dernier épisode que vous voyez actuellement à la télé et dans les journaux français a commencé par l'élection européenne 2024. Elle avait lieu le 9 juin 2024, le dimanche. À l'issue du vote, les Français ont fait passer devant le parti de Mme Marine Le Pen avec plus de 31%, près de 31% ou même un peu plus des votes. En deuxième position, le parti de M. Macron, la Renaissance, avec environ 15% des votes, soit 50%
de pourcentage de moins que le parti de Le Pen. En troisième position, le Parti socialiste français, dont la liste était dirigée par Glucksmann Raphaël, avec pratiquement 14% des votes. En quatrième position, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, avec pratiquement 10% des votes. Et puis derrière, d'autres formations, dont par exemple Reconquête et la formation des Verts, qui, si je ne m'abuse, ont tous dépassé les 5%. Bon, donc défaite cinglante d'Emmanuel Macron à l'élection européenne. Lui qui pourtant se présente comme le plus européen des présidents que la France ait jamais eu. Lui qui se présente comme le plus grand laudateur des décisions des dirigeants de l'Union européenne, tels Ursula von der Leyen et consorts. Emmanuel Macron a donc mordu la poussière en France. Mais quelles conséquences en a-t-il tiré? Il en a tiré une conséquence qui est évidente, c'est que depuis plusieurs années, M. Macron d'abord ne disposait plus de la majorité parlementaire. Il faut savoir que le groupe Renaissance, lors de l'élection législative 2022, n'avait pas obtenu la majorité absolue au Parlement. Le groupe de Macron était donc obligé de s'associer à certains députés des Républicains, à certains députés centristes, un peu comme ceux du MoDem de François Bayrou, pour gouverner. Mais même là, la plupart des lois qu'il a présentées devant le Parlement n'ont pas été approuvées par le Parlement et n'ont pas été adoptées. Ce qui fait que M. Macron, depuis plus de 2 ans, gouverne la France essentiellement par des décrets, en utilisant un article particulier de la Constitution française qui s'appelle l'article 49.3. C'est-à-dire que lorsque le président de la République estime que le Parlement ne va pas assez vite, à son goût, la Constitution taillée par De Gaulle, non pas pour une démocratie, mais en réalité pour une monarchie présidentielle, permet en effet de prendre des décrets et par conséquent d'appliquer contre la volonté du Parlement les plus impopulaires des décisions. Exemple, la réforme des retraites. Donc, M. Macron, dépourvu de légitimité parlementaire, gouvernait depuis plusieurs années par décret. Il faut le savoir. Mais il y a mieux à savoir. Le peuple français tout entier a un problème avec la construction européenne. Et il n'est pas le seul peuple d'ailleurs. Plusieurs peuples européens ont ce problème. Moi, j'étais déjà citoyen français, car je le suis depuis 2002. Lorsque, en 2005, nous fûmes convoqués dans les urnes pour un référendum, la France, le peuple français, acceptait-il de continuer à participer à la construction ultralibérale, oligarchique, la construction élitiste de l'Union européenne, la concentration des pouvoirs à Bruxelles, la réduction des souverainetés nationales, que le traité de Maastricht encourageait? Est-ce qu'il s'agissait de continuer dans cette direction ou fallait-il arrêter l'adhésion de la France à cette perte de souveraineté qui n'était pas compensée? Cette question fut posée au peuple français tout entier. Et le peuple français répondit à 55% des voix non à la continuation de l'engagement de la France dans le traité de Maastricht et dans la construction élitiste et oligarchique, ultralibérale, ultracapitaliste de l'Union européenne qui avait cours. Il faut que vous sachiez qu'en 2005, la France, le peuple français a dit non à l'Union européenne telle qu'elle existe actuellement. Mais qu'est-ce que l'élite politique française, de droite comme de gauche, a fait après le non du peuple français? Elle a continué à engager la République française dans l'Union européenne et à dépouiller le peuple français de sa souveraineté au profit de l'Union européenne, contre la volonté du peuple. Ça vous rappelle quoi? Cela vous rappelle quoi? Parce que je vous ai parlé de l'image de la France-Afrique. Maintenant, nous sommes dans l'antécédent. Première caractéristique, le déni de la souveraineté populaire. Toute la classe politique française de gouvernement, de gauche et de droite, est coupable de déni de la souveraineté du peuple français.
ça parle beaucoup aux Africains. Les Africains qui, dans de nombreux pays, sont dirigés par des personnes qui n'ont jamais élu, comprennent la douleur du peuple français. Car ça fait 64 ans que l'Afrique, dépouillée de sa souveraineté, avec le soutien de l'élite française, de gauche comme de droite, les peuples africains savent ce que c'est. On n'a pas choisi quelqu'un, mais il nous dirige. Le peuple français a demandé de mettre un stop, un arrêt à l'adhésion de la France aux règles oligarchiques ultra-capitalistes, aux règles pro-américaines de l'Union européenne. L'élite politique de la droite et de la gauche du gouvernement française a dit non. Elle a continué. Donc la première caractéristique est remplie, n'est-ce pas? La négation de la démocratie. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'élections européennes. Le 9 juin, ça ne devait pas exister. Parce que les Français ont dit à 55%, d'une manière incontestable, non à cette Union européenne que vous voyez aujourd'hui. Mais les dirigeants, au mépris de la volonté des peuples, ont continué. Comme si le peuple avait dit oui. Et je dis bien les dirigeants de gauche et de droite. Maintenant, on continue. Qu'est-ce qu'on voit à Paris? Ce qu'on voit, c'est qu'à la recherche donc d'une nouvelle légitimité, à la recherche d'une nouvelle crédibilité politique, parce qu'il n'en a plus, puisque en fait depuis pratiquement sa réélection en 2022, il ne gouverne plus avec le soutien du peuple, M. Macron. Dès qu'il apprend qu'il a été battu par Marine Le Pen, M. Macron annonce par un coup de poker la dissolution du Parlement et il convoque pour le 30 juin 2024 de nouvelles élections législatives. Histoire de redonner aux Français la possibilité de lui redonner une véritable majorité pour poursuivre son mandat. D'accord? Mais est-ce que le problème de fond a été résolu? À savoir le problème de la trahison des élites qui se sont permises de continuer à faire adhérer la France au traité de Maastricht alors que le peuple français avait dit non. Est-ce que ce problème est résolu par la dissolution de Macron? Non. Il ne s'agit pas de remettre en cause cette adhésion antidémocratique à l'Union européenne. Mais simplement, il s'agit que l'on décide de lui donner ou non une majorité parce que, malgré tout, il persiste à penser qu'il est plus gentil que les autres. Donc, en fait, la dissolution du dimanche 9 juin n'est qu'une fuite en avant. C'est une fuite en avant de M. Macron. Le problème posé par l'illégitimité même de l'adhésion actuelle de la France à l'Union européenne sous la modalité du traité de Maastricht, ce problème, personne ne veut l'affronter. Pourtant, on était là en 2005. Et le peuple français a collectivement dit non. Ce non méprisé, personne ne le remet sur la table. Très clairement pour dire, mais ils avaient dit non. Revenons à la situation ex-ante, avant le référendum de 2005. Personne n'ose dire cela. Pourquoi? Parce que tous ont des intérêts en rapport avec les grands groupes financiers qui prospèrent à Bruxelles. Tous ont des intérêts en rapport avec l'oligarchie financière occidentale américaine qui prospère à Bruxelles. Tous ont des intérêts avec les industriels, les banquiers, les lobbyistes qui tiennent l'Union européenne en otage. Tous ont d'une manière ou d'une autre intérêt à protéger ceux-là qui par ailleurs en retour financent leur carrière politique. Donc on ne veut pas poser le vrai problème. On dissout. Alors en dissolvant, M. Macron sort un argument, c'est l'argument qu'il faudrait une insurrection citoyenne du peuple français contre l'extrême droite qui a gagné, contre le Rassemblement national. C'est un peu le fameux argument qu'on connaît en France sous l'argument de créer un front républicain. Alors la notion de front républicain renvoie en France à l'idée que lorsque l'extrême droite se met à progresser, tous les partis politiques français, au nom de la République française, doivent se regrouper comme un seul homme pour empêcher le passage de l'extrême droite, l'évolution de l'extrême droite vers la prise du pouvoir d'État. C'est ce qui a marché en 2002, quand Le Pen est arrivé au premier tour, est arrivé au premier tour face à Jacques Chirac. Le Front républicain a été appelé, la gauche et la droite, le centre, même l'extrême gauche, etc., ont voté contre Jean-Marie Le Pen. Et au deuxième tour, il fut écrasé par 82% contre 18% face à Chirac. Alors que Chirac avait eu à peine 22% au premier tour.
Donc, M. Macron est sorti avec l'ambition, au niveau de l'élection législative du 30 juin 2024, d'obtenir en réalité une mobilisation de l'électorat français sous le critère du Front républicain contre le Rassemblement national de Mme Marine Le Pen, qu'il présente par conséquent comme le diable politique absolu. Mais il y a une question. Quelles sont les idées qui sont chères à Mme Le Pen et à son parti, le Rassemblement national, et pour lesquelles M. Macron veut la combattre et appelle tous les Français à se regrouper derrière lui comme un seul homme? Quelles sont les idées qui sont chères à Mme Le Pen? Bon. Le Rassemblement national est un parti raciste. Mais vous pouvez indiquer quel est le parti politique français qui n'est pas raciste? Non, c'est-à-dire qu'on appelle les gens en France à se rassembler contre Marine Le Pen parce que Marine Le Pen serait raciste. Mais est-ce qu'il n'y a pas du racisme dans la politique du régime Macron au pouvoir? Sa pratique politique africaine n'a-t-elle pas des relents de racisme? Les Africains ne sont-ils pas remplis dans les centres de détention, de rétention et d'expulsion? Le ministre de l'Intérieur de Macron, Gérald Darmanin, n'est-il pas lui-même acteur d'une politique objectivement raciste? La politique d'immigration de M. Macron est-elle dépourvue de racisme? Sa politique étrangère africaine est-elle dépourvue de racisme? Donc, ce qu'on reproche à Mme Le Pen, mais la Renaissance au pouvoir le fait. Oui ou non? Le 2 poids 2 mesures dans le traitement des citoyens en fonction de leurs origines, ça n'a pas été observé sous la gauche? Quand M. Hollande était président de la République, n'a-t-il pas proposé de mettre en place un projet de loi qui allait retirer la nationalité française aux Français issus de l'immigration noire et arabe, si jamais ceux-ci s'opposent aux intérêts de la République française, alors que la même loi ne retirerait pas la nationalité française aux Français blancs? Est-ce que la gauche socialiste française n'a pas été une gauche colonialiste avec les Jules Ferry au XIXe siècle, jusqu'à François Mitterrand? Est-ce qu'elle n'a pas ses brevets de colonialisme? Quant à la droite, qu'elle soit gaulliste ou non, n'a-t-elle pas son histoire raciste? De Gaulle et son homme de main Focard, qui ont constitué et construit le système mafieux de la France-Afrique, ne l'ont-ils pas construit sur la base du fait que l'homme noir était supposé inférieur, l'homme arabe inférieur à l'homme blanc? Quel est le gaulliste qui peut venir se tenir devant un Africain et lui dire « Nous les gaullistes, nous ne sommes pas des racistes. Nous n'avons jamais été racistes. » Le gaullisme n'a jamais été un racisme. Mais comment on a pu créer un système de 2 poids 2 mesures entre l'Afrique et la France si on ne partait pas du principe que les Africains étaient des hommes et des femmes inférieurs? Comment on a pu laisser l'Afrique sous occupation française, l'Afrique sous occupation de la monnaie coloniale française, le franc CFA, l'Afrique sous occupation de dirigeants imposés par des coups d'État français aux peuples africains? Comment on a pu faire cela sans justement cette idée qui date de la traite négrière, que le nègre est moins homme que le blanc? Comment? Impossible. Où allez-vous trouver dans les 2 familles de gouvernement? Où allez-vous trouver une famille qui puisse lever la main et dire « Nous n'avons rien à voir avec les idées racistes ». Donc, sur quelle base on attaque Mme Le Pen? On appelle le Front républicain contre Mme Le Pen. Pourquoi? Si c'est sur la base du racisme qu'on s'attaque à Mme Le Pen, on enfonce une porte ouverte. Ceux qui attribuent le racisme au Rassemblement national devraient se rendre compte que les Républicains, le Parti socialiste, la Renaissance, ils ont leurs états de service racistes. Donc ça ne passe pas. Cette accusation contre Mme Le Pen ne passe pas. Parce qu'elle ne résout pas le fond du problème. Alors, on nous dit quoi? Quoi d'autre? Oh, Mme Le Pen risque de menacer la construction de l'Union européenne. Ce n'est pas vrai. Mme Le Pen ces dernières années, elle s'est progressivement alignée sur des positions assez proches de celles de M. Macron. Elle n'est plus pour le démantèlement de l'Union européenne, Mme Le Pen. Le Rassemblement national est devenu progressivement un parti européiste. Regardez même dans le conflit russo-ukrainien. Mme Le Pen progressivement a rapproché ses positions de celles de M. Macron. Alors qu'à la base, elle a des amitiés politiques très fortes en Russie. Mme Le Pen, sur beaucoup de sujets, s'est progressivement arrangée
à la doctrine de l'hostilité envers la Russie pour s'attirer les faveurs des européistes. Parce qu'elle se prépare à gouverner la France. Donc même sur la question de l'Union européenne, les positions du Rassemblement national et celles de la Renaissance ne sont pas si différentes que cela. Encore moins les positions du Parti socialiste, celles de Renaissance, celles de Rassemblement national, elles ne sont pas si différentes que cela. Quand on demande à Mme Le Pen, est-ce qu'on va revenir au franc français? Elle ne dit plus oui. Avant, son papa disait oui. Elle-même, au départ, elle disait oui. On va retourner au franc français. Elle ne dit plus cela. Mme Le Pen n'est pas pour le Frexit. La sortie de la monnaie européenne, le retour à la monnaie française, à la souveraineté monétaire. Avant, elle parlait de « on va replacer les frontières ». Elle n'en parle plus beaucoup. Donc, si on veut l'attaquer sur le fait qu'elle serait moins européenne que Macron, c'est dommage. Elle l'est devenue presque autant. Là encore, on ne comprend pas quel front républicain ils vont construire. Bon, on veut l'attaquer sur un troisième point, la question de l'immigration. Oh, elle aurait une politique d'immigration vraiment zéro. Ce n'est pas vrai. Une bonne partie de la politique d'immigration de Marine Le Pen est aujourd'hui pratiquée par Gérald Darmanin. Et Darmanin, l'actuel ministre de l'Intérieur, Gérald Moussa Darmanin, qui fait partie de mes persécuteurs ici en France. Mais Gérald Moussa Darmanin a dit que les positions de Marine Le Pen sur l'immigration sont très faibles et qu'il faudrait aller plus loin. Son ambition, c'est d'être un monsieur immigré de madame. Il est le ministre de monsieur Macron. N'est-ce pas? Donc, on veut construire un front républicain, mais sur la base d'un mensonge républicain. N'est-ce pas? Puisque de toutes les façons, globalement, ils ont les mêmes positions. La politique africaine de la France sous Marine Le Pen ne sera pas très différente de celle d'Emmanuel Macron. Elle ne sera pas très différente de celle de Mélenchon. Elle ne sera pas très différente de celle de Glucksmann ou de Faure. Elle ne sera pas très différente, de celle des Républicains, d'Éric Ciotti ou de ses supposés successeurs. Donc en fait, l'argument qu'il faudrait constituer un front républicain contre Marine Le Pen, il ne convainc plus personne. Même ceux qui le disent n'y croient plus. Ça ne convainc plus personne. N'est-ce pas? Parce que la classe politique dans son ensemble a perdu sa crédibilité à cause de l'abus du mensonge, de la langue de bois, du pantouflage dans cette classe politique. Ça vous rappelle l'Afrique ou pas? Pourquoi les peuples africains sont-ils pour certains complètement apathiques? Pourquoi les peuples africains n'écoutent plus les hommes politiques? Mais c'est à cause de ce discrédit de la parole politique africaine par la pseudo-démocratie. C'est le même discrédit qui frappe leur parole à Paris. Monsieur Macron, il peut parler pendant des heures et des heures. Il a toutes les télés de France et de Navarre pour lui. On ne l'écoute plus. Il a été débranché. Les Français passent devant leur télé et le voient parler en disant « Mais quand est-ce qu'il va finir celui-là? On veut voir autre chose à la télé. » Oui! J'ai lu tout à l'heure sur France Info une enquête qui dit que même à l'intérieur de son propre parti, la Renaissance, les candidats aux élections souhaitent qu'il se taise, que le président Macron se taise, parce que plus il parle, plus il les fera perdre. Les députés qui aspirent à retrouver leur poste voudraient que les dirigeants politiques ne les défendent pas. Parce que si le peuple voit ces dirigeants menteurs, ces dirigeants discrédités, ces dirigeants coupés de la réalité, hors sol, en train de vous défendre, le peuple vous assimile à ces gens-là et ils ne votent pas pour vous. Donc, il y a même actuellement, au sein du mouvement Renaissance, une demande au président Macron de ne pas parler. Les députés Renaissance, les ex-députés Renaissance supplient le président Macron de se taire. Parce que plus ils parlent, plus il aggrave leur cas. La démonétisation, le discrédit de la parole. Ça vous dit quelque chose? Maintenant, il y a des scènes qu'on voit à Paris, que nous sommes habitués à voir en Afrique. Vous avez vu ce qui s'est passé au siège des Républicains? Les militants des Républicains qui ne sont pas d'accord avec Éric Ciotti, président du parti Les Républicains, qui a appelé à rejoindre une coalition avec le Rassemblement national de Mme Le Pen, les militants des Républicains ont dit qu'ils allaient extraire Éric Ciotti du siège par la force pour le jeter dehors. Éric Ciotti, avec sa petite compagnie de sécurité, a fait fermer les bureaux du siège pour que les gens ne siègent pas dedans. Ils ont quand même siégé quelque part et
Une partie du bureau directeur du Parti des Républicains a décrété que Éric Ciotti est exclu. Il est exclu de force. Il n'est plus leur président. Et aussitôt, ces séditieux qui ont fait un coup d'État contre Éric Ciotti ont-ils parlé qu'on leur a donné tous les médias de France et de Navarre? On leur a donné BFM, on va leur donner France 24, on va leur donner TF1, on va leur donner, on va tout leur donner. Mais ça vous permet de constater quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait au Parti Les Républicains? Bon, les Républicains sont un parti déchiré en 3 morceaux au moins. Un morceau va aller avec Madame Le Pen, et ce morceau est le plus populaire. Parce que Éric Ciotti a gagné les élections. Pour être président du parti, il a gagné les élections parce qu'il avait des idées proches de celles de Madame Le Pen. Et il est parti avec une partie de la direction. Et il est parti pour un duel judiciaire pour dire qu'il est toujours président du Parti Les Républicains. Et que de toutes les façons, lui... S'il vous plaît. Bon, alors, j'explique. Le Parti Les Républicains est menacé, et il est en train d'être déchiré en 3 grands morceaux. 3 gros morceaux. Il y a un morceau, ce sont les Républicains qui collaboraient déjà avec le gouvernement Macron. Ce sont eux qui ont décidé de chasser Éric Ciotti de la tête du parti. Parce que eux, ils veulent négocier des strapontins de pouvoir avec le régime Macron. Il y a des Républicains qui, eux, veulent et croient que Marine Le Pen est la prochaine présidente de la République et que de toutes les façons, le Rassemblement national va gagner l'élection du 30 juin, l'élection législative. Donc, ils ont décidé d'aller avec elle. Ça, c'est le deuxième groupe. Et puis, il y a un 3e paquet de républicains qui sont plutôt des souverainistes indépendantistes. Et ceux-là risquent de se retrouver obligés soit d'aller vers les centristes, soit de se reconstituer un bloc qui soit à la fois indépendant de Renaissance de Macron, indépendant de la gauche qui elle-même s'est rassemblée en Front populaire, indépendant du Rassemblement national et de ses nouveaux alliés. Voilà les 3 morceaux. Mais ce qui me marque, c'est que ça se passe dans la violence. Et la violence que nous connaissons en Afrique, autour des sièges de partis politiques, qui sont l'objet de prédation des élites de pouvoir, cette violence est en train de se manifester à Paris. Ciotti, s'il tombe sur les militants de ses adversaires, risque d'être battu, mais battu physiquement. Le siège du parti est l'objet de tentatives de forcing physique. C'est-à-dire que nous voyons en plein Paris des scènes que nous étions habitués à voir à Yaoundé, à Abidjan, à Dakar, à N'Djamena, à Lomé, à Cotonou, à Brazzaville, à Kinshasa. Nous sommes en train de voir ces scènes-là. Et ne vous étonnez pas qu'un matin, vous appreniez qu'il y a un coup d'État en France. Parce que c'est comme ça que ça commence. Et on sait comment ça finit. Ne vous étonnez plus qu'on vous dise un matin qu'il y a un coup d'État en France. Parce que dans tous les pays où ce type de scènes se produisent, il finit par y avoir des événements beaucoup plus graves. Je vous le dis, notez-le. Nous sommes aujourd'hui le 12 juin 2024. Si on vous dit un matin qu'il y a un coup d'État en cours en France, n'en doutez pas. Parce que la fragilité de la soi-disant démocratie française, qui éclate maintenant sous les yeux du monde entier, elle indique que les fondements même de l'État, donc de la République en tant que telle, sont en jeu. Vous y reconnaissez donc parfaitement que l'antécédent français ressemble comme 2 gouttes d'eau à son image africaine. Donc la France-Afrique, dans son antécédent à Paris, rejoint et est une photocopie de son image en Afrique. Vous êtes d'accord avec moi? La violence est de retour. La violence politique inter-française est de retour à Paris. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, il y a un 4e point. C'est que on observe dans cette crise qui a éclaté à Paris que dans tout cela, il y a un fond de politique internationale. Cette crise a un arrière-fond géopolitique. Le président Macron s'est fortement aligné derrière les États-Unis d'Amérique. Il s'est aligné derrière l'OTAN dans la croisade que ces forces-là mènent contre la Russie, en vue de contrôler les immenses richesses russes et de préparer la grande confrontation avec la Chine. Parce que c'est cela le but de l'OTAN. Si depuis les années 90, l'OTAN n'a pas arrêté de
de s'étendre vers l'Est, c'est parce que dans les calculs des géostratèges et géopoliticiens occidentaux, la grande bataille pour le contrôle de la planète sera la bataille entre le géant occidental otanien dirigé par les États-Unis et le géant de l'Est, à savoir la Chine. Pour cela, il faut démembrer la Russie. Et comme l'a dit le pape François, c'est précisément pour cela que l'OTAN n'a pas arrêté d'avancer sur les territoires des anciennes républiques de l'Union des républiques socialistes soviétiques pour venir jusqu'à Kiev, aboyer aux portes de Moscou. Ce sont les mots du chef de la chrétienté, le pape François. D'accord? Ce ne sont pas mes mots, je cite le pape François, qui a reconnu une évidence, que la guerre que nous voyons en 2022 entre la Russie et l'Ukraine a en fait commencé au moins depuis 2014, lorsque, aidé par l'OTAN, le gouvernement de Zelensky s'est mis à écraser les Russes ukrainiens. Mais on peut aller plus loin. C'est une guerre qui a commencé lorsque, après la chute du mur de Berlin, l'OTAN a commencé à grignoter les anciennes républiques de l'Union des républiques socialistes soviétiques et à approcher les portes de Moscou, le tout pour avaler, se partager l'immense territoire russe et arriver face à la Chine pour ainsi dire, la bataille d'Armageddon. Donc, cette guerre politique que nous voyons à Paris, elle se déroule sur le fond d'une grande rivalité géopolitique. Et la classe politique française est sommée de se positionner sur cette rivalité. Le peuple français va-t-il voir sa classe politique s'aligner complètement derrière les positions de l'OTAN, donc des États-Unis, ou va-t-il y avoir un regain de revendication, de souveraineté de la part du peuple français et un desserrement de l'étau de l'OTAN sur l'Europe en général et la France en particulier? Dans tous les cas, vous voyez que là encore, la France est dans la situation que connaît l'Afrique. L'Afrique qui est en proie à la rivalité des grandes puissances. La rivalité des grandes puissances sur le terrain africain. Grandes puissances américaines, russes, chinoises, françaises, britanniques. Bref, la rivalité des grandes puissances sur le territoire africain, elle a son antécédent dans la rivalité des grandes puissances dans la bataille politicienne française. C'est-à-dire que autant on se bat pour le contrôle de l'Afrique, surtout sans les Africains, autant on se bat pour le contrôle de la France, surtout sans les Français. Et par là, vous pouvez donc constater que la description que nous avons donnée de la France-Afrique, côté image, c'est-à-dire côté Afrique, correspond parfaitement à la description que nous pouvons donner de la France-Afrique côté antécédent, c'est-à-dire côté Paris. C'était le but de notre démonstration dans la deuxième partie de notre analyse. Vous avez reconnu la France-Afrique? Elle est conforme. L'image et l'antécédent sont en parfaite bijection. C'est une corrélation parfaite. C'est clair ou c'est pas clair? C'est ce que je voulais démontrer. Maintenant, venons-en à la conclusion. Vous savez que je ne conclus jamais mes émissions sans donner des perspectives. Qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, je prédis une défaite cinglante, peut-être même encore plus cinglante, du régime Macron aux élections législatives. Une défaite qui devrait amener probablement M. Macron, s'il est logique, à présenter sa démission de la présidence de la République française. Parce que ça sera quand même pratiquement 3 camouflets en 3 ans. 1, il n'a pas pu gagner la majorité absolue à l'élection législative de 2022. 2, il a été copieusement battu aux élections européennes du 9 juin 2024. Si le 30 juin 2024, M. Macron et son parti La Renaissance se prennent encore une cinglante défaite, il ne lui restera plus qu'à démissionner. Mais étudions les conséquences d'une telle démission. Si M. Macron doit démissionner parce qu'il aura perdu littéralement 3 élections consécutives et qu'il aura compris qu'il ne peut pas gouverner la France dans ces conditions, il faudrait que les juristes nous disent si M. Macron pourrait prétendre que n'ayant pas fini son 2e mandat, il a le droit d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Je recommence. Au cas où il perd et qu'il démissionne, ça ne veut pas dire qu'il a quitté la politique. Ça ne veut pas dire qu'il a renoncé à faire de la politique. Parce que M. Macron, c'est un animal politique. Donc il faut même être capable d'imaginer que même au cas où il démissionne, ce sera dans le but de mieux revenir. Voilà le premier schéma. Deuxième conséquence à venir. Bon,
il y a des partis politiques qui vont disparaître. On peut déjà prévoir la disparition du parti Les Républicains. Normalement, après le 30 juin, il n'en restera presque plus rien. Ce sera, pour ainsi dire, la mort du gaullisme. Le gaullisme aura vécu. Probablement après le 30 juin, plus rien. Si c'est le siège du Parti des Républicains qui est le lieu où maintenant les gros bras s'affrontent, c'est parce que c'est là que la destruction sera évidente. Ça, c'est la deuxième conséquence. Disparition du Parti Les Républicains. Et ce n'est pas le repris de justice Nicolas Sarkozy qui pourra le ressusciter. Il a géré ses problèmes de bracelets électroniques à foison. À défaut de ce qu'on lui a mis, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a une troisième conséquence. C'est que, après le 30 juin, la France va basculer probablement dans un gouvernement de droite radicale, de droite extrême. C'est-à-dire qu'on va avoir à la tête de la France des gens qui ont un racisme décomplexé, un colonialisme décomplexé, un néocolonialisme décomplexé et un impérialisme décomplexé. Donc on doit s'attendre à une période difficile pour les libertés publiques et très difficile pour les Françaises et les Français issus des immigrations arabes et noires. Je recommence. La quatrième conséquence. Le petit Bardella arrive bientôt remplacer son camarade de génération, son promotionnaire Attal. Mais ça va être très dur. La politique gouvernementale française va se radicaliser. Et il va y avoir des conflits frontaux entre le gouvernement qui arrive et une partie non moins importante de la France, notamment celle qui est issue des immigrations maghrébines et négro-africaines. Ça va être difficile. Très difficile. Il faut s'y attendre. C'est une épreuve nécessaire. Ça, c'est la quatrième conséquence. Enfin, il y a une cinquième conséquence. Tout ce qui a été fait pendant maintenant, mettons, les 7 années de la gouvernance Macron, va commencer, après le 30 juin, va commencer à rejaillir dans les tribunaux de France et de Navarre sous forme de scandale. Je vous annonce l'arrivée dans les tribunaux de France et de Navarre de scandale concernant la gouvernance Macron. Autant Nicolas Sarkozy s'est retrouvé devant les tribunaux, je peux prédire, sans risque de me tromper, que tous les scandales que traîne la gouvernance Macron vont conduire jusqu'à Emmanuel Macron lui-même devant les tribunaux de France. Ça fait 5 prévisions. Je vous demande d'écrire ça. Écrivez ça. Écrivez. 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 Écrivez ça. C'est ce que j'ai dit. Alors, pour l'Afrique, et c'est la 6e et dernière, qu'est-ce que cela signifie? Que la période est propice pour prendre nos responsabilités en Afrique. Il n'y a jamais eu meilleure période pour l'émancipation africaine depuis le XVIe siècle que celle-ci. Nous sommes dans un alignement d'étoiles extraordinaire. Les Africaines et les Africains doivent se saisir de toutes les opportunités pour se libérer. À cette ère du Verseau, les étoiles s'alignent pour que le souverainisme africain s'applique. Gare à ceux qui ne seront pas au rendez-vous de l'histoire. L'histoire a donné rendez-vous à l'Afrique. Ces dirigeants qui montent à la tête de l'Occident en général, de la France en particulier, ont été choisis par l'esprit du siècle des siècles pour conduire la contradiction au bout et permettre la libération de la nation africaine. Paradoxalement, M. Macron et ceux qui vont lui succéder à la tête de la France ont été choisis pour que par eux, y compris par leurs erreurs et leurs fautes, l'Afrique soit libérée. Écrivez ça. Écrivez ça. Mais à condition que l'Afrique se saisisse des opportunités que le siècle lui offre. Car aide-toi et le ciel t'aidera. J'ai assez dit.